Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. C'est la cour de justice idéale, celle où mieux qu'ailleurs doit exercer Thémis, l'héroïne de la mythologie grecque, les yeux bandés, le glaive et la balance dans les mains pour trancher. C'est la cour de justice qui amène les impunis devant le juge, qu'ils soient chef d'État, chef de milice, ministre ou chef d'état-major. La CPI, Cour pénale de justice internationale, a été créée en 2002 et depuis, elle déçoit. Stéphanie Maupas, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour France 24, on vous connaît, vous êtes aussi journaliste pour Le Monde et vous êtes certainement l'un des meilleurs spécialistes des arcanes de la Cour pénale internationale parce que vous vivez à La Haye depuis 13 ans et La Haye, c'est le lieu, la ville justement où se situe la CPI. Et vous venez de publier cet ouvrage, Le Joker des puissants, pour justement raconter les dessous de la CPI. Première question, la CPI, à sa création, c'était vraiment un rêve ? Oui, c'était le rêve de la fin de l'impunité pour les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, donc les crimes considérés comme les plus graves. C'était la possibilité peut-être un jour de dissuader les futurs candidats au crime, de leur faire peur, de leur faire penser que parce qu'il y avait une CPI, eh bien, ils risquaient de comparaître devant elle et dès lors d'arrêter leurs crimes. Alors ça, c'était pour la population, vraiment ça veut dire simplement que le tyran pouvait être à un moment donné jugé. Effectivement, c'était ça. Et ça, c'était vraiment le rêve idéal, le rêve vers lequel elle tend. Et puis, bien, il y a eu 2002, il y a eu le démarrage de cette cour. Il faut savoir que c'est une cour qui a été ratifiée par traité. Et donc, il n'y a que 123 États qui font partie de ce traité, donc qui sont membres de cette cour. Il en manque un. Il en manque, oui, plusieurs, je dirais, mais il en manque un, c'est les États-Unis. Mais il manque aussi la Russie, il manque aussi Israël. Donc voilà, il manque quelques États comme ça puissants dont on se dit qu'ils auraient toutes les raisons de ratifier le traité de la CPI. Et les États-Unis, si on le prend en exemple, c'est parce que la question qu'on peut se poser, c'est que les États-Unis, qui étaient quand même hostiles dès le départ à cette CPI, est-ce qu'ils n'ont pas finalement créé dès le départ le talon d'Achille de la CPI ? Oui, effectivement. Dès le départ, dès la négociation de ce traité, c'était une grande conférence diplomatique. Et au moment de cette négociation, eh bien, les Américains essayaient de placer dans ce qui est en quelque sorte le code pénal de cette cour, essayaient de miner ce code pénal de sorte à ce qu'aucun soldat américain ou aucun chef politique américain ne puisse un jour être poursuivi par cette cour. Parce que c'est ça, en fait, la CPI, c'est demander aux États de vouloir accepter que les chefs puissent un jour être jugés, c'est-à-dire qu'un président puisse un jour être jugé de ses actions. Voilà, et en fait ne sont aujourd'hui passibles de poursuite de la CPI que les États qui ont ratifié son traité ou alors leurs ressortissants. Mais donc, dans le cas des Américains, il y aurait une possibilité de poursuivre, par exemple, comme en Afghanistan. L'Afghanistan est membre de la Cour et il y a des soldats américains sur le territoire afghan, donc il y aurait une possibilité éventuellement de poursuivre des soldats américains si des crimes de guerre étaient commis. Donc voilà, il y a quelques petites portes comme ça, mais c'est vrai que les Américains s'opposent vraiment ouvertement à cette cour, même si au cours des dernières années, ils ont décidé de coopérer avec elle lorsqu'elle permettait de faire avancer leurs intérêts. Donc, par exemple, il y a un an, ils ont procédé à l'arrestation d'un chef de l'armée de résistance du Seigneur de l'Ouganda et ils l'ont livré, ils ont accepté de le livrer, qu'il finisse par être livré à la cour. Donc, ce qu'on reproche finalement à la CPI, c'est quoi ? C'est de dire la CPI fait de la politique ou la CPI est inféodée aux politiques ? C'est les politiques, de fait, et dès le départ, on le savait, allaient à un moment donné utiliser cette cour, soit au niveau local contre leurs propres opposants, soit au niveau international contre des ennemis ou des opposants aussi. Donc on savait que les États, les diplomaties allaient, que ça ne serait pas toujours quelque chose de vertueux de se tourner vers la cour, mais qu'ils allaient l'utiliser pour leurs propres intérêts nationaux. Ce qui est décevant, c'est que la Cour ne sait pas jongler d'une certaine façon avec les politiques, ne sait pas les utiliser, et que finalement, elle accède à ce qu'ils veulent. Plus ils sont puissants et plus elle y accède. Alors, il y a un exemple qui est parlant, c'est évidemment l'exemple d'Israël, qui elle aussi a été réticente dès le départ à la création de cette CPI. La Palestine,
a ratifié le traité, mais il n'y a aucune enquête qui n'est ouverte aujourd'hui. C'est parlant, non? Oui, effectivement, c'est parlant. Et la Palestine est venue 2 fois devant la Cour. Elle s'est présentée en 2009 au moment de la guerre de Gaza, et puis de nouveau à l'été 2014 lors de la seconde guerre de Gaza. Donc elle est venue à 2 reprises. La première fois, on lui a répondu qu'elle n'était pas un État et qu'à ce titre-là, elle ne pouvait pas faire partie de la Cour. Et puis la seconde fois, parce qu'elle est désormais un État non membre des Nations Unies, eh bien, on a accepté qu'elle ratifie le traité de la Cour. Donc elle fait partie de cette Cour, elle est membre de cette Cour. Mais en même temps, eh bien, la Cour n'a toujours pas engagé d'enquête. Alors la procureure a ouvert ce qu'on appelle un examen préliminaire, mais il n'y a aucune... enfin, c'est un examen préliminaire qui pourrait durer des dizaines d'années sans que ça n'aboutisse sur une enquête, et ensuite sur des actes d'accusation et éventuellement des mandats d'arrêt. Donc pour l'instant. Alors, ce cas-là, il illustre le titre de votre livre, finalement, la CPI, le joker des puissants. Si on est faible, on n'a pas les moyens. Oui, effectivement, hein, c'est ça. Et c'est à la fois, on peut utiliser cette cour donc, comme un joker au niveau local ou régional. Je pense par exemple au Congo ou à l'Ouganda qui ont saisi cette cour. Donc les autorités, les gouvernements ont saisi cette cour tout en se préservant de tout regard de cette cour sur leur propre politique. Et ils y sont parvenus. Et puis après, au niveau international, c'est aussi la même situation, hein. On utilise un peu la Cour comme un joker. Quand on en a besoin pour servir des intérêts, eh bien, on saisit la Cour ou on lui demande d'enquêter. L'un des griefs que l'on fait à la CPI, c'est justement, on a parlé de l'Afghanistan qui entraîne les Américains, on a parlé de la Palestine qui entraîne les Israéliens. Finalement, aujourd'hui, la Cour pénale internationale, elle n'a traité que d'un continent. Oui, le continent africain. 8 enquêtes ouvertes sur 8 pays africains. Et puis une trentaine de mandats d'arrêt. Alors, parce que au départ, en fait, bien pour la Cour, ça paraissait plus simple. Pour le procureur, ça paraissait plus simple. Il fallait que la Cour existe. Donc, il fallait qu'elle ait des accusés dans le box. Et le procureur a commencé à enquêter sur l'Est du Congo et sur l'Ouganda. Et c'était plus simple parce que, par exemple, sur l'Ouganda, il poursuivait les chefs de l'armée de résistance du Seigneur. Or, politiquement, personne ne s'oppose à ce qu'on poursuive ces chefs de milice. Les crimes sont terrifiants, toutes les justifications sont là, l'intervention de la Cour est toute parfaitement légitime. Sur l'Est du Congo, c'était plus compliqué puisque les guerres congolaises impliquent aussi les acteurs extérieurs régionaux, Ouganda, Rwanda, pour le pillage en fait de l'Est congolais. Là, c'était plus compliqué pour le procureur, mais malgré tout, ce qu'il a fait pour ne pas trop inquiéter en fait ces puissants, eh bien, il a poursuivi des chefs de milice et il a conclu, où il a établi devant les juges qu'il s'agissait là de conflits purement ethniques. Donc il n'y avait pas comme ça d'influence régionale. Il l'a évoqué à la marge au cours des procès, mais on en est resté comme si c'était de simples histoires de voisinage. Il y a quand même 2 noms fameux qui sont allés devant la Cour pénale internationale. Le premier, c'est celui d'un président soudanais, toujours en exercice, Omar el-Béchir. Le second, c'est celui de Laurent Gbagbo. Omar el-Béchir, c'est quand même un cas, là aussi, extrêmement emblématique du fonctionnement et du non-fonctionnement de la CPI. Oui, effectivement, et aussi de l'utilisation de la CPI par les États. Parce que lorsqu'un État n'a pas ratifié, n'est pas membre, le Conseil de sécurité peut demander à la Cour d'enquêter. Et c'est ce que le Conseil de sécurité a fait. Il lui a demandé d'enquêter sur les crimes commis au Darfour. Et puis après quelques années, eh bien, la CPI a sorti un mandat d'arrêt contre le président soudanais. Mais ce mandat d'arrêt n'a jamais été exécuté. Donc la Cour n'a pas, elle, de force de police lui permettant d'arrêter les suspects qu'elle cible. Et donc elle doit compter sur les États. Les États, quand ils ont adhéré à cette Cour, ont l'obligation de coopérer, mais ils ne l'ont pas fait. Oui, on n'a vu aucun pays africain qui ne transférait Omar el-Béchir à la Cour pénale internationale. Non. Et pour le procès Gbagbo qui s'ouvre sous peu, là encore, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, pour le procès Gbagbo, là, la situation en Côte d'Ivoire est telle que ça permettait, un peu comme Milosevic à l'époque, quand il avait été arrêté, déféré à La Haye, ça permettait... Devant le tribunal pénal international, lui, c'était pas la CPI. C'était pas la CPI, effectivement. Et ça permettait d'écarter un opposant de taille, enfin quelqu'un qui politiquement pouvait revenir sur la scène. Donc, une fois qu'ils sont à La Haye, ils sont là pour longtemps, les procédures sont très longues, et donc ça permet vraiment d'écarter un opposant. C'est ce qui s'est passé très clairement avec Laurent Gbagbo. Et pour l'instant, en fait, la Cour devait enquêter sur tous les crimes commis lors des violences post-électorales de 2010 et 2011. Et elle n'a enquêté pour l'instant que d'un côté. En tout cas, il n'y a pas de mandat d'arrêt public pour le côté Ouattara, en fait, la rébellion de l'époque, mais uniquement du côté de Laurent Gbagbo. Donc ça donne encore une perception d'une cour qui est inféodée aux puissants. En un mot de conclusion, la Cour pénale internationale, son avenir ? Difficile. Il faudra qu'elle change, qu'elle se réforme en profondeur. Et on y croit ? On n'est pas très, très optimiste. Merci beaucoup Stéphanie Maupas pour toutes ces explications. Vous retrouvez donc tout cela dans ce livre Le Joker des puissants. Bonne suite de programme sur France 24.